Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. C'est une première près d'un an après le début de la guerre en Ukraine que ce cessez-le-feu unilatéral annoncé par le Kremlin pour ces 6 et 7 janvier. 6 et 7 janvier qui correspondent au Noël chez les chrétiens orthodoxes. Officiellement, cette trêve intervient à la demande du patriarche orthodoxe russe Kirill, un très proche de Vladimir Poutine, mais on va y venir. Pour Kiev comme pour de nombreux observateurs, point d'esprit de Noël dans la démarche, mais une tentative de la Russie afin de gagner un peu de temps dans un conflit où elle a de plus en plus de mal à s'imposer. En témoigne ce revers important, cette frappe ukrainienne sur Makiivka le 31 décembre, une frappe qui a causé la mort de 89 soldats russes selon Moscou, 400 selon Kiev. En témoigne aussi ce chiffre produit par Warmapper et repris par Le Monde. Les forces russes ne contrôleraient plus que 16% du territoire ukrainien contre plus de 24% en mars au plus fort de leur avancée. Ainsi, les critiques se font de plus en plus vives en Russie où l'on s'attend à une nouvelle mobilisation et où les oligarques qui osent faire entendre leur voix tombent mystérieusement, qui dans les escaliers, qui par les fenêtres, d'autres se suicident ou sont victimes de mystérieux accidents. De nombreuses disparitions qui interrogent, on va le voir. Mais pour commencer, messieurs, que pensez-vous de ce cessez-le-feu imposé par Vladimir Poutine, un cessez-le-feu dont on sait vraiment s'il sera respecté par les Ukrainiens et si jamais combien de temps il va durer ? C'est d'une certaine façon la continuation de la guerre par des voies symboliques parce que l'Église ukrainienne s'est écartée de la tutelle de l'Église moscovite. Et donc, l'Église ukrainienne a fêté Noël le 25 décembre et le 25 décembre, les missiles et les bombes sont tombés. En revanche, là, on épargne le calendrier orthodoxe vu par Moscou, c'est-à-dire les 6 et 7 janvier, pour bien montrer que, d'une certaine façon, là est la vraie religion qui permet justement d'être respectée. On respecte un cessez-le-feu pour sacraliser cette date et montrer que les Ukrainiens sont, d'une certaine façon, aussi infidèles à cela. La symbolique est très claire de ce point de vue-là. Alors après, voilà, il n'y aura pas plus qu'une journée et demie, donc sur le plan militaire, je ne pense pas que ça change grand-chose. Mais la symbolique, à mon avis, est tout à fait éclairante. Parce que ce cessez-le-feu, il est critiqué par les chancelleries européennes, en particulier les chancelleries allemandes et britanniques. Alain. Ce cessez-le-feu, oui, il n'est pas très impressionnant. Enfin, c'est une sorte de geste politico-symbolique, j'imagine, au lendemain d'une phase de la guerre qui a été terrible pour les Russes, c'est l'attaque dont vous avez parlé, et où les Russes ont perdu des hommes qui étaient essentiellement des mobilisés de fraîche date, et d'après ce qu'on a su, des mobilisés venant de la partie de l'extrême-orient russe, et qui croyaient, selon les messages qu'ils envoyaient sur Telegram, ils pensaient qu'ils étaient là pour défendre la Russie après que la Pologne se soit emparée de l'Ukraine, la Pologne, pays de l'OTAN, et se prépare à lancer une offensive contre la Russie. C'est ce qu'ils disaient, c'est ce qu'on leur avait raconté. Ils ne savaient pas très bien où ils étaient. Mais enfin, ils étaient là pour défendre la Russie face à l'armée polonaise qui aurait fait une avancée. Donc voilà le niveau de désinformation, de surréalité dans lequel on est. Et le feu en fait partie. Tout le monde s'installe au contraire dans un conflit long. Tout le monde, les Russes, les Ukrainiens, les Européens et les Américains, tout le monde s'installe dans un conflit long, même si dans ses vœux, curieusement, Zelensky, le président ukrainien, a laissé entendre qu'il y aurait la paix d'ici à l'an prochain. Alors justement, en parlant de conflits longs, ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas parlé. J'ai cité ce chiffre de 16% du territoire ukrainien occupé par la Russie, contre 24% au printemps dernier. Où est-ce qu'on en est sur le terrain, Alain ? Où est-ce qu'en sont les Russes ? Je crois qu'il y a 2 fronts, et on en oublie toujours un. Alors on parle du front qui est le front du Donbass, là où les 2 armées sont vis-à-vis, face à face, et là visiblement les Russes ont reculé, c'est-à-dire qu'ils ne contrôlent pas les 4 provinces du Donbass que Poutine a annexées, a considérées comme étant dorénavant du territoire russe. Après, il y a eu un vote à la Douma, au Parlement russe, donc c'est la Russie. Il en contrôlait 20%, il en a perdu donc 4 ou 5% depuis quelques mois. Sur ce front-là, pour le moment, on peut parler d'une sorte d'immobilité. Les batailles sont
gelé. Il ne fait pas très très froid, il y a de la boue, les blindés se déplacent mal, mais tout le monde a le sentiment que les Russes, grâce à leur mobilisation, et que les Ukrainiens aussi de leur côté se préparent à des offensives terrestres. Par exemple, des milieux du ministère de la Défense français disent qu'ils s'attendent à une grande offensive russe mars-avril, enfin à la sortie de l'hiver, en mars-avril, pour essayer de reconquérir l'essentiel du Donbass. Ne jamais oublier non plus que dans l'entourage de Poutine, on n'a pas renoncé à aller au-delà du Donbass, à prendre notamment la grande ville, le grand port d'Odessa, et à faire le lien avec la Crimée. Ça n'a jamais été rayé des buts de guerre des Russes, ça. Ni même, voir si on en croit Medvedev, le président du Conseil de défense russe, un des bras droits de Vladimir Poutine, ni même une offensive sur Kiev. Donc on est dans cette situation-là. Mais là, peu de combats, sans doute des offensives dans quelques semaines, de part et d'autre, on ne sait pas. Mais voilà la situation. Et puis il y a le deuxième front, dont on parle à mon avis pas assez, c'est celui au quotidien. C'est les bombardements russes au quotidien. Jean-Marie disait qu'il y en avait encore eu dans la nuit du 24 au 25, dont d'ailleurs un missile qui est tombé sur un immeuble d'habitation à Kiev et qui a fait 5 morts dans la population, dans la famille qui était là. Là, ce sont les infrastructures qui sont touchées. Et elles sont lourdement touchées. Il faut voir que l'économie de l'Ukraine n'est pas totalement à l'arrêt, mais qu'elle est dans un état catastrophique. On ne compte plus le nombre de chômeurs. Les gens vont à la guerre, les gens vont dans l'armée, mais il y aurait 30 ou 40% de la population sans travail. Alors, Plus grave juste encore. un chiffre sur l'économie de l'Ukraine, elle se serait contractée, dit-on, elle aurait chuté de 30% en 2022 après le conflit. Ça, c'est exceptionnel. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, personne n'a vu son économie sombrer dans des proportions pareilles, même lorsqu'il y a eu des grandes crises. Et puis un flot ininterrompu d'immigration. On en est à plus de 14 millions d'immigrés. L'Allemagne a reçu 1 million d'immigrés ukrainiens ces 6 derniers mois. 1 million. Et la Pologne, naturellement, les Polonais disent nous sommes maintenant un pays binational. La Pologne a 3, 4, 5 millions de réfugiés ukrainiens. On ne sait pas, il y a des va-et-vient entre l'Ukraine et la Pologne. Donc, sur ce front-là, il y a une offensive quotidienne des Russes qui veulent épuiser économiquement les Ukrainiens. Et il n'est pas exclu qu'ils y arrivent, et il n'est pas exclu que ce type de guerre d'usure finisse par avoir des conséquences politiques à Kiev. Vous ne pouvez pas exclure tout ça non plus. Et enfin, il y a encore un front, un troisième front, très important pour la Russie, c'est de casser l'unité du bloc occidental. Et là, c'est l'Union européenne qui est visée avec des cyberattaques, des campagnes de désinformation, et puis les réseaux locaux dont les Russes peuvent disposer ici et là dans les partis politiques ou dans les médias d'Europe de l'Ouest pour dire ça suffit, il faut aller vers une négociation, c'est le moment de négocier. Voilà un peu à quoi ressemblent les fronts militaires et politiques à au bout d'un an de la guerre russe en Ukraine. Le second front, ça correspond exactement à la stratégie du nouveau chef d'état-major, celui qui a été nommé et qui a été nommé pour cela, justement, pour organiser le tapis de bombe classique. Il l'avait fait en Syrie. Voilà, le tapis de bombe classique sur les infrastructures pour, en effet, complètement étouffer l'économie ukrainienne. Et sur le troisième point soulevé par Alain, c'est-à-dire la division possible dans l'Union européenne, c'est là qu'intervient, heureusement, la clarification française. Parce que dans ses vœux du 31 décembre, le président de la République, Emmanuel Macron, a clarifié la position française en disant « Nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'à la victoire ». Et la victoire, c'est évidemment que l'armée russe reflue derrière la frontière de Donbass notamment. C'est un retournement pour vous de la position d'Emmanuel Macron ? Une clarification, parce que jusqu'à présent, il y avait les deux aspects chez Emmanuel Macron. Il y avait « on soutient l'Ukraine », parce que l'Ukraine est agressée, donc il y avait une désignation très claire de l'agresseur. Et en même temps, il y avait ce discours sur « oui, mais il faut préparer l'après ». Et donc, pour préparer l'après, il faut concevoir un système de sécurité collective et garantir la sécurité de la Russie, ce qui avait provoqué un vif émoi ailleurs en Europe, et notamment dans les pays européens qui sont les plus voisins ou limitrophes de l'ogre russe, parce qu'ils se disaient, mais attendez, c'est l'Ukraine qui est attaquée et c'est l'Ukraine qui aurait besoin d'un système de sécurité et non pas la Russie. Donc Emmanuel Macron a cessé manifestement de parler du second aspect de sa vision pour clarifier la première décision, c'est-à-dire l'aide à l'Ukraine jusqu'à ce que l'Ukraine
puisse recouvrer l'intégralité de son territoire. Avec, dans la foulée, la promesse d'envoi de blindés français, de blindés légers, mais néanmoins des blindés réputés, et qui ont ouvert une brèche dans la doctrine habituelle des Occidentaux, qui jusqu'à présent évitait de confier des matériels modernes à l'armée ukrainienne, parce que l'Ukraine recevait des tanks, mais des tanks de fabrication soviétique qui étaient stockés en Pologne ou en Tchéquie ou en Slovaquie. Donc là, c'est très différent. Et dans la foulée d'ailleurs de l'annonce française, il y a eu une annonce américaine qui allait dans le même sens, c'est-à-dire des blindés légers qui seront envoyés aussi en Ukraine, avec manifestement une conscience que les fronts doivent être tenus, puisqu'il y a une accélération manifestement des livraisons ou des promesses de livraison d'armes à l'Ukraine de la part des pays occidentaux. Donc cette clarification française, elle a eu un effet immédiat. Jusqu'à présent, au fond, ça consistait à introduire une méfiance vis-à-vis de la France, un doute. Ce doute est donc non seulement levé, mais vous avez Zelensky, le président ukrainien, qui a aussitôt remercié Emmanuel Macron en parlant de son leadership et en le gratifiant du titre ou du terme de leader en Europe. On revient, à la place qui doit être celle de la France, d'ailleurs, d'une certaine façon, celle que Joe Biden avait consacrée en recevant Emmanuel Macron aussi à Washington et en parlant là aussi de son leadership. Donc je pense que ça, c'est un point central. Donc c'est un point central qui fait que, du coup, les 27, hormis le cas très particulier de la Hongrie, présente en effet un visage uni, y compris de la part de l'Italie, vis-à-vis de la Russie. L'Allemagne ne serait pas un peu en retrait par rapport à la France? Non, je ne crois pas que l'Allemagne soit en retrait. Simplement, l'Allemagne, il faut voir qu'elle doit franchir des obstacles successifs. Auparavant, il était impensable que l'Allemagne puisse confier la moindre arme que ce soit à qui que ce soit. Et progressivement, l'Allemagne lève toutes ces barrières, à commencer par le réarmement qui est prévu en Allemagne même et qui va suivre probablement par l'envoi de blindés allemands également en Ukraine. Donc l'Allemagne, elle va à son rythme, qui est un rythme différent du nôtre, parce qu'il y a des procédures très démocratiques qui sont enclenchées et une discussion qui peut apparaître plus lente qu'en France, parce qu'en France, le président décide sur ces questions-là. Mais l'Allemagne continue d'avancer dans la bonne direction. Je voudrais revenir sur cette trêve dont on parlait. Kirill l'a demandé, le patriarche Kirill l'a demandé, ce n'est pas le seul. Le président turc aussi l'avait exigé de Poutine dans l'optique de soutenir d'éventuelles négociations de paix. Mais quel est vraiment le poids du Turc? Est-ce qu'on peut vraiment parler de négociations dans le sens où la seule proposition de la Russie est que l'Ukraine accepte la nouvelle réalité territoriale, hein, je cite, la nouvelle réalité territoriale, ce sont des mots de la Russie. Est-ce que c'est vraiment une négociation? C'est juste une validation qu'attend le Kremlin de Kiev? C'est toujours quelque chose qu'il faut faire, c'est toujours quelque chose de nécessaire, d'essayer d'imaginer une négociation. On aurait tort de ne pas le faire, même si la plupart du temps, les conflits armés se terminent d'une manière à laquelle on n'a pas pensé. Mais enfin, essayons de réfléchir à une négociation. Zelensky l'a dit l'autre jour, il a énuméré une dizaine de points qui conduiraient à la paix entre les deux pays. Et naturellement, il a dit, c'est sans trop de précision, mais c'est que le retour aux frontières internationalement reconnues de l'Ukraine. Alors, Sans préciser sur la Crimée. oui, alors ça englobe ou ça englobe pas la Crimée. Mais vous pouvez penser aussi qu'une négociation tournera autour du thème du retrait des troupes russes du Donbass, de ces 16 ou 20% qu'ils occupent en ce moment au Donbass, après avoir d'ailleurs détruit les villes qu'ils occupent aujourd'hui et chassé la population dans un sens ou dans l'autre, mais plutôt côté ouest. Donc il faudrait ce retrait. Le problème, c'est que Poutine a mis son capital politique à Moscou. Là, le problème est russo-russe. Il a mis beaucoup de son capital politique. Il a dit que c'était des terres russes. Il a dit que c'était maintenant annexé. La loi russe s'impose là. La monnaie est la monnaie russe, comme en Crimée. Donc, comment on fait? Comment on revient en arrière sur un point comme celui-là? Comment peut-on offrir à Moscou une solution politique qui conduirait Poutine à se dire, à ce point de la guerre, j'ai intérêt à retirer mes troupes. Qu'est-ce qu'on lui donne en échange? Une normalisation politico-diplomatique et économique à nouveau? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'exigent les Ukrainiens en échange? Ça, c'est clair. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit et ils l'ont écrit. En échange, nous voulons passer sous la protection de forces occidentales. Si les troupes russes s'en vont, nous demandons, après ce qui nous est arrivé,
que nous passions sous la protection de forces occidentales, que ce soit membre à part entière de l'OTAN ou pas. D'ailleurs, ça n'a plus aucun sens, compte tenu du fait que les Occidentaux soutiennent militairement l'Ukraine, et que ce soutien ne va pas cesser d'un jour à l'autre. Donc, vous voyez, c'est extrêmement difficile. Il faut arriver à un point où vous mettez sur la table suffisamment d'incitations à Poutine. Alors ça peut être des incitations qui viennent de l'intérieur, de la politique intérieure russe, ou ça peut être des incitations américaines, occidentales. Si vous faites ci, si vous faites ça, en échange, nous on fait ci, on fait ça, etc. Et même chose, il faut que Zelensky ait les garanties qu'il souhaite pour qu'il consente à signer, peut-être pas la paix, mais un arrêt des combats sur cette base-là, avec des rendez-vous dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, etc. Il faut toujours imaginer ce genre de situation. Ça peut nous tomber dessus plus tôt que prévu, il faut le souhaiter. Il y a pas simplement deux pays qui s'opposent. Il y a à l'intérieur de ces pays des débats intérieurs sur lesquels on ne connaît pas grand-chose, mais qu'on peut imaginer, parce qu'il est normal qu'ils aient lieu, qui sont aussi des éléments de pression sur des forces qui agissent, Poutine comme Zelensky. Mais ce qui complique peut-être l'affaire, c'est que les critiques suscitées par Makivka, par exemple, ou par les revers russes en Ukraine, ne viennent pas forcément de pacifistes, mais plutôt au contraire de va-t-en-guerre, de personnes plus extrémistes que Poutine sur cette offensive. C'est un des résultats de l'évolution du régime russe, on pourra en parler, c'est un des résultats de l'évolution du régime russe, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle, c'est un peu barbare, mais une désinstitutionnalisation de la politique. Du temps de l'Union soviétique, vous aviez des institutions. La décision passait par ces institutions, même si le secrétaire général était le numéro 1, bien sûr, mais il en référait à un bureau politique, qui en référait à un autre collectif, et finalement en dégageait une solution. Là, il y a une désinstitutionnalisation. On voit bien que c'est Poutine qui décide et qui décide de tout en ce qui concerne la guerre et la paix, la mobilisation ou pas la mobilisation, et ainsi de suite. Est-ce qu'on remobilise et comment? Sans compter le nombre de lois qu'a voté ces derniers mois, depuis le 24 février, qu'a voté la Douma, mais encore une fois imposée par Poutine, et qui boucle encore plus, ferme encore plus le système politique russe autour de la personne du président, si c'est possible, et puis l'écrasement total de toute dissidence et de toute voix dissidente, avec des peines de prison incroyablement lourdes. Donc vous avez ça, c'est une dégénérescence aussi d'un régime politique, ça fait partie de la difficulté de la négociation. Et puis il y a une forme de patriotisme russe qui fait que les gens, dans leur majorité malgré tout, considèrent, enfin croient le pouvoir, puisqu'il n'y a de toute façon qu'une seule voix qui s'exprime. Et on l'a vu Donc avec les conscrits une seule voix avant. qui s'exprime, donc voilà, on croit ce que dit cette voix, et donc la Russie est attaquée. Voilà, et donc si la Russie est attaquée, il faut se défendre. C'est exactement ça qui est en jeu. Alors par ailleurs, les voix dissidentes sont éliminées. Les voix dissidentes qui peuvent compter sont éliminées. Je vais vous poser la Et question, donc qui là- sont ces gens qui ont disparu, là, cette Alors vingtaine oui, alors de riches et c'est puissants intéressant russes? d'en refaire la comptabilité, je crois. Il y a 22 ou 23 personnes. On est à 24, là, je crois. 24 oligarques, dits oligarques, qui sont morts. Voilà, alors les uns parce qu'ils s'étaient trop approchés d'une fenêtre, les autres parce qu'ils ont glissé dans l'escalier, les troisièmes parce qu'ils se sont noyés en nageant dans leur piscine, d'autres dont on dit bah, c'est dommage mais ils se sont suicidés. C'est une épidémie comme ça qui saisit les oligarques qui ont tous un point commun d'avoir protesté contre la guerre et d'avoir pris position clairement et fermement contre la guerre. Et donc, ils sont purement et simplement éliminés physiquement, comme d'autres l'avaient été en Grande-Bretagne, à titre d'exemple, mais là, c'est devenu un système de gouvernement. Et ça va loin parce que le dernier en date s'appelle Krymov, c'est Dimitri Krymov, c'est un dramaturge russe exilé aux États-Unis, vivant à New York, programmant d'ailleurs des spectacles qui sont donnés à New York, et qui, rentrant chez lui avec sa femme d'une représentation, a été saisi par un incendie dans son appartement, dont il a réchappé miraculeusement avec sa femme, et lui est encore en soins intensifs à l'hôpital aux États-Unis, mais ils ont failli périr l'un et l'autre d'un incendie. Ils sont quand même maladroits de rentrer chez eux et puis de déclencher un incendie. Ils n'ont rien déclenché du tout, mais néanmoins, ils ont failli périr brûlés. Et c'est une affaire très importante parce que si, comme beaucoup le pensent, des services russes sont impliqués,
ça ne pourrait être que les services militaires russes qui sont une autre arme de sécurité. Le GRU. Le GRU, le GRU, le fameux GRU qui a déjà illustré en Grande-Bretagne en éliminant. Alexandre Litvinenko. Si c'est le cas, ça voudrait dire que les Russes sont intervenus sur le territoire américain. Et donc là, ça change la donne de la part des États-Unis vis-à-vis de la Russie. Et je pense que ça ne peut pas... Ça pourrait entraîner quoi, par exemple? Je ne sais pas ce que décideront les Américains, mais ils ne pourront pas rester les bras croisés devant une inclusion et une incursion en territoire américain, puisque cette personne a failli périr de cet acte. Donc là, il faut suivre de près ce qui va être relevé ou décidé. Mais mon grand sujet d'étonnement sur ce sujet, c'est que les oligarques sont relativement peu nombreux. Ils sont pour la plupart sur des positions où ils aspirent à retrouver une Russie qui à nouveau soit à nouveau ouverte, redevienne commerçante et que tout le monde reprenne les voies de son enrichissement et de sa prospérité. Ils sont menacés les uns après les autres. Pour eux, c'est donc une question de vie ou de mort. Ils s'exilent ici ou là, ils ne sont pas à l'abri en exil, puisque même en exil, on en trouve un qui s'est soi-disant suicidé, d'après une police locale, dont on apercevra probablement que c'était pas un suicide, mais que quelqu'un l'a poussé. Donc, qu'attendent-ils pour réagir? Ils ont tous beaucoup d'argent, ils ont tous une parcelle de pouvoir. Qu'attendent-ils pour s'organiser? Parce que eux, ils sont chacun à son tour menacés de mort. Et donc on se dit, dans quelles mains est l'État russe et comment accepte-t-il ce sort qui est presque programmé? Donc on se dit, si réaction il doit y avoir en Russie, voilà, pourquoi ne se produit-elle pas? Elle vous paraît possible, cette réaction des oligarques, des hommes les plus puissants, les plus riches russes contre Poutine? J'ajouterais au portrait de groupe que fait Jean-Marie une caractéristique quand même clé, c'est qu'ils doivent leur fortune à Poutine. Ce sont les oligarques de Poutine. C'est le système de gouvernement de Poutine. C'est le pays, si vous prenez l'ensemble européen et un peu au-delà, si vous prenez l'OCDE, c'est le pays qui a un des plus forts coefficients d'inégalité économique et sociale, la Russie. C'est très difficile parce que vous savez, du temps de l'Union soviétique, il y avait ce qu'on appelait les kremlinologues. Alors, ils tenaient les comptes, ils faisaient ça, ils regardaient les photos, qui est présent sur la photo, qui n'est plus présent sur la photo. Une sorte d'étude de pouvoir comme ça, qui était devenue une science. Ils lisaient naturellement tous les textes, ils écoutaient Radio Moscou en permanence, et voilà. Maintenant, c'est plus difficile. On est face à un pouvoir qui est un pouvoir mafieux, de type mafieux, avec à sa tête un service, le FSB, avec un chef, le président, avec 30 000 hommes du FSB qui lui sont, semble-t-il, extraordinairement dévoués, avec une machine de propagande très efficace, puisque, comme on le disait, il y a beaucoup de critiques dans la population russe. Il y a énormément de critiques. Il y en a sur les chaînes, sur les supports, vous savez, comme Telegram, par exemple. Mais ce n'est pas des critiques de Poutine. C'est des critiques de l'autorité militaire, de la façon dont il mène la guerre. C'est des critiques contre l'inorganisation et l'incompétence de la hiérarchie militaire. Ça passe, ça. Ça, il laisse passer Poutine. Il ne se prononce pas. Chaque fois qu'il y a une catastrophe militaire de début de cette campagne, il ne fait aucune déclaration. Il laisse les critiques formulées contre l'autorité militaire s'exprimer. Il les laisse s'exprimer. Donc c'est un régime très très curieux, c'est une sorte de mafia, de système mafieux dont les oligarques font partie. Et alors ceux d'entre eux qui ne jouent plus le jeu sont considérés comme des traîtres à la patrie. Il y a eu des rumeurs encore sur l'état de santé de Vladimir Poutine après une dernière apparition qui ont été lancées par l'Ukraine, qui ont été balayées par Colonna à la radio récemment et qui ont été aussi démenties par la CIA. Est-ce qu'on a quelques informations sur ça? Moi, je pense que c'est le type même d'éléments dont il faut se méfier, parce qu'on ne sait pas. À vrai dire, on ne sait pas. Je pense qu'il n'y a aucun homme ou femme public, enfin en responsabilité publique dans le monde occidental, qui table sur une disparition de Poutine. Aucun. Puis là, c'était vraiment très curieux, parce qu'il y avait ce fameux porte-parole d'une armée ukrainienne, je ne sais plus si c'est une des armées ukrainiennes ou de l'ensemble de l'armée, et qui disait, mais bien sûr, il est malade. Il est mourant, sauf que quelque temps auparavant, on avait vu une conférence de presse de Poutine lançant ce fameux missile,
pour la énième fois le missile dit hypersonique à partir d'une frégate qui avait été lancée d'ailleurs 3 ou 4 ans auparavant, mais dont il feignait de croire que c'était le lancement là. Et Poutine s'exprimait, et il n'avait pas l'air non seulement mourant, mais il avait l'air en parfaite connaissance de ce qu'il énonçait, et qui était tout sauf rassurant. Voilà, donc c'est curieux de se lancer dans un exercice de fake news qui pourrait faire ressembler l'Ukraine à la Russie, alors même qu'il faut laisser ce monopole-là à la Russie, me semble-t-il. Pour terminer, je voudrais revenir sur une chose que vous avez dite, Alain, sur ce troisième front ouvert par la Russie pour désorganiser l'Europe. Il y a quelque temps, à ce micro, vous craigniez l'hiver et la crise énergétique qui allait pouvoir frapper le continent. Est-ce que maintenant, vous avez toujours ce pessimisme-là? Est-ce qu'on n'a pas passé le plus gros du risque de désorganisation par rapport à l'énergie? Vous avez la Fondation Jean Jaurès qui vient avec un institut de sondage dont j'ai oublié le nom, européen, de faire une grande enquête au sein des 27, au sein de l'Union européenne. Mais ça a été fait avec un des grands instituts de sondage français aussi, l'IFOP. Le soutien à l'Ukraine et le soutien européen à l'Ukraine est unanime, même en France. C'est pas les scores les plus grands en France, mais même en France, avec une particularité, pour ce qui concerne la représentation politique de l'opinion, avec une particularité, c'est que partout, l'extrême droite et l'extrême gauche sont plutôt pro-russes, et c'est là qu'on trouve une opposition au soutien. Mais enfin, dans les opinions publiques, le soutien est là. Il n'en reste pas moins que les gens, à tort ou à raison, parce que c'est plus compliqué que ça, vont attribuer les 40% grosso modo de hausse des coûts de l'énergie, et puis on rentre dans une phase historique sans doute de hausse de l'énergie. L'énergie va nous coûter plus cher qu'elle ne nous coûtait jusqu'à présent, liée aussi à la transition énergétique, parce que ça coûte aussi la transition énergétique. Donc on rentre dans cette phase-là. Moi je crains, oui, une fatigue. Les journaux parlent en ce moment volontiers en Europe d'une fatigue à l'égard des flux de réfugiés, par exemple, notamment des flux de réfugiés ukrainiens aussi. Ça compte aussi. 14 millions d'Ukrainiens ont perdu leur maison et une moitié d'entre eux, ces réfugiés à l'extérieur. Vous allez me dire, il fait beau. Enfin, il fait beau, il fait relativement doux. Il fait 10 ou 12 degrés dans la plupart des capitales de l'Europe de l'Ouest, en tout cas. Certes, et donc on passera probablement l'hiver un peu mieux que prévu. Mais oui, moi je crains beaucoup la fatigue de la guerre, bien sûr. La fatigue de la guerre dans les opinions publiques et l'attribution à la guerre d'une situation qui de toute façon aurait été difficile, qui est une situation où on sortait de chocs extérieurs comme le Covid, où la mondialisation a changé de forme elle aussi, où le grand contexte économique, macroéconomique, est en train de changer doucement parce que ça se passe sur un rythme très lent et on va attribuer tout ça à la guerre. En même temps, l'Europe n'est pas inactive dans ce genre de situation, parce qu'en effet, il y avait des annonces ou des perspectives un peu catastrophistes il y a quelque temps. Or, on s'aperçoit que l'Europe avait rempli ses cuves de gaz, rempli ses cuves de pétrole, sur le plan de l'approvisionnement, il n'y aura donc pas de problème d'approvisionnement, puisque les précautions ont été prises, et que l'attention des Européens aujourd'hui, toutes tendances confondues, je parle des 27, s'occupe d'essayer de neutraliser le prix, notamment les prix du gaz, pour les faire baisser. Et donc, cette action-là aura des résultats aussi. Donc, on n'est pas non plus les bras croisés. Et les Européens ne sont pas les bras croisés parce qu'on dit toujours, oui, l'Europe est divisée, ils vont pas se mettre d'accord, etc. Ils mettent toujours du temps à se mettre d'accord, mais ils se mettent d'accord. Et là, en termes, ils ont réagi sur l'énergie en s'approvisionnant notamment aux États-Unis. Donc, ce qui alimente évidemment les critiques venues de l'extrême gauche et de l'extrême droite sur le thème, ouais, tout ça, ça profite aux États-Unis. Oui, mais je veux dire, en attendant, les bombes, elles tombent sur les Ukrainiens et elles sont russes. Ces choses-là ont été faites et il n'y aura pas de problème, même en France, il n'y aura pas de problème d'approvisionnement ou de rupture d'électricité comme on le croyait. Et ensuite, il faut regarder quelles initiatives seront prises. Il y a déjà eu le plafonnement du prix qui a été acté par les Européens. Il y aura d'autres initiatives pour neutraliser et enclencher un mouvement de baisse dont tout le monde a intérêt. Donc, il ne faut pas non plus voir les choses nécessairement de façon négative. Les dirigeants européens affrontent cette situation. Ils arrivent à l'affronter ensemble. Et en soi, c'est une nouveauté historique dont on verra probablement les effets à long terme.
Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation à l'émission Politique, le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Au revoir Christophe. Au revoir Christophe. Retrouvez Le Monde devant soi chaque vendredi sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.